entendu, mais ça c'est un autre problème dans la mesure où c'est quand même immédiatement un crime partout, considéré comme un crime partout. Ce qui est important, la différence qui est importante entre les États-Unis et la France, c'est la part de la responsabilité de l'employeur. Absolument. Et ça, c'est essentiel, parce que... Les employeurs français n'ont aucun... il n'y a pas d'enjeu. N'ont pas intérêt, à la limite, n'ont pas d'enjeu. S'il y a de harcèlement dans une entreprise française, ils vont dire, bon, s'il y a harcèlement, la victime, elle est libre à porter un procès contre le harceleur. Ça ne nous concerne pas. Et j'ai fait des entretiens avec des gens qui travaillent en France dans les ressources humaines, et c'est exactement leur attitude. Alors qu'aux États-Unis, c'est absolument leur problème. Et dès qu'il y a quelque chose, ils vont investiguer, ils vont réagir pour éviter justement qu'il y a un procès. On revient à ça, l'attitude de Sofitel, elle est quand même un peu, intéressée. D'accord. On anticipe la suite. On est à New York, ça Donc peut vous être des pensez millions de qu'un dollars. Sofitel, entre guillemets, en France, n'aurait pas réagi de la même manière? Probablement pas. Probablement pas. Non. D'autant plus qu'en France, il y aurait eu un fait extérieur qui aurait provoqué le crime. Et pour cette raison, Sofitel, s'ils n'avaient pas manqué à des obligations de sécurité, ils n'ont que des obligations de moyens. Ils pouvaient s'en sortir. C'est différent du standard américain où vraiment, enfin en common law, alors sous réserve d'analyser plus spécifiquement le droit de l'État de New York, mais en tout cas à partir du moment où vous êtes dans les locaux de l'hôtel, l'hôtelier est responsable de tout ce qui peut se passer, même si vous avez le fait d'un tiers, un crime, ou on n'aura pas à prouver qu'il y a eu un défaut d'obligation de moyens, comme ça serait le cas en France, en prouvant que l'hôtelier n'a pas été assez diligent, par exemple, dans la sécurisation de l'hôtel. C'est beaucoup plus simple d'arriver à une responsabilité civile dans un hôtel américain que dans un hôtel français. Et c'est une question d'argent, ce n'est pas une question de mœurs sexuelles. C'est vraiment une question d'argent. Et les différents enjeux... L'argent est à un coup près une sorte de punition. Il n'y a pas les mêmes enjeux pour les employeurs en France qu'il y a aux États-Unis. Quelles seraient, par exemple, les amendes infligées Justement, ce n'est pas des amendes. Une fois qu'on est au civil, on ne parle pas d'amendes, on parle de dommages. Et aux États-Unis, on a deux sortes de dommages. Il y a... Et une des deux sortes n'existe pas en France. Alors, on a des dommages compensatoires qui sont là pour compenser la victime du préjudice subi. Comme le principe indemnitaire français, et ensuite les punitifs. Mais après, on a aussi les dommages punitifs. Les dommages punitifs n'ont pas du tout... Leur but n'est pas de compenser la victime. Mais ça n'existe pas en France. Ça n'existe pas en France. Et leur but, c'est de punir la partie civile. Qui n'a pas... souscrit à l'obligation de prévenir, d'empêcher ce type de... Non, il y a un aspect sanction. Il y a les punitive damages, par exemple, moi, petit consommateur, j'attaque une grosse multinationale en France parce que mon ordinateur ne marche pas, mon iPad ne marche pas, je vais être compensé de mon préjudice. Voilà. Je le fais aux États-Unis, je fais du forum shopping, je prends un État du Sud, un État bien dur pour les grosses multinationales. Je peux tomber sur un juge qui, en plus du principe indemnitaire, c'est-à-dire m'indemniser de mon préjudice réel, va prononcer des punitive damages, peut-être de plusieurs millions de dollars. C'est arrivé pour BMW. Pourquoi? Comme c'est punitif, il faut que la somme soit importante, suffisamment grande pour que la partie civile le sent. Et si c'est une grande entreprise, que le Sofitel avait intérêt à porter plainte, c'est un point qui n'a $. pas du tout été abordé en France ces derniers temps. Peut-être pas. J'ai une question pour les experts de la loi, parce que moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il est toujours possible pour Strauss-Kahn de changer sa plainte et payer cette femme de chambre pour annuler un il faudrait plus qu'il soit trop tard pour ça. J'en ai pas parlé tout à l'heure dans le cadre de la suite de la procédure. Donc effectivement, on arrive le 6 juin, le magistrat, le juge lui redemande s'il plaide coupable ou pas, probablement une réponse négative et on va au procès. Il peut jusqu'au procès et même après la composition du jury, plaider coupable et négocier avec le procureur. Mais alors, il négocie quoi? Une somme d'argent, une peine? Qu'est-ce qu'il négocie? Non, ça c'est les médias qui ont parlé de ça. On ne négocie pas, c'est le procureur de l'État de New York qui poursuit sur le plan pénal. S'il y avait un accord sur une somme d'argent avec la victime, très bien, mais ça ne concerne pas le procureur. En revanche, s'il est trouvé ça affaiblit les charges. C'est clair que ça affaiblit les charges et ça affaiblit l'accusation.
mais ça n'éteint pas l'accusation. La négociation qu'il peut y avoir, c'est une négociation sur la peine, sur le quantum de la peine, qui se fera avec le procureur. Le plus, je dirais, judicieux étant de négocier non coupable sur les incriminations dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la fellation forcée, qui sont les peines les plus disantes en soi, et de négocier coupable sur le reste. Une séquestration, par exemple, une séquestration, c'est vous êtes dans une salle avec moi à New York, je ferme la porte, je vous empêche de sortir. Ça, c'est une des 7 infractions. Donc c'est une infraction qui est mineure, c'est une obstruction. Donc ça pourrait être le deal. Mais l'aspect négociation, il ne sera que dans ce cadre. Et on ne peut pas dire que tout s'achète non plus. Ça n'est pas vrai. Et c'est très important de clarifier ça. En revanche, s'il est trouvé non coupable, ce qui est très probable avec les avocats qu'il a au pénal... D'ailleurs, ils l'ont déclaré. Ils ont déclaré aujourd'hui que... Oui, enfin, c'est peut-être aussi peut-être du bluff. Hein, Oui, mais enfin, vu leur réputation, ils ne peuvent pas tellement bluffer non plus, enfin, visiblement. Mais s'il est trouvé non coupable au pénal, elle peut ensuite mener un procès civil. Et ça, il pourrait avoir une négociation à l'aimable pour les civils. Tout à fait, on est plus dans le même registre. Et là, encore une fois, c'est très différent de la France. Dans la mesure où cette affaire est d'abord est médiatisée à un point complètement démentiel. Vous trouvez ça étonnant qu'elle soit médiatisée à ce point? Je trouve pas ça étonnant étant donné la personnalité de l'inculpé. Si on regarde vraiment l'affaire, c'est une affaire qu'on pourrait comparer à celle de Michael Jackson, par exemple, toutes choses égales par ailleurs. Ou Bill Clinton. Ou Bill Clinton, c'était à peu près... au niveau de la médiatisation, il n'y a pas de grande différence. C'est augmenté du fait que des implications internationales, le FMI, et de la position dans laquelle il se trouvait par rapport à la France, probablement. Donc les Français étaient quand même particulièrement intéressés de voir que le principal concurrent potentiel à la présidentielle était inculpé. Mais moi, ce que je me demande à propos du battage médiatique, qui n'est quand même pas limité à la France. Non, loin de là, oui. En même temps, quand on comparait les deux, moi je regardais sur CNN, sur ABC et en même temps sur BFM ou d'autres, pas citer des confrères, mais les chaînes américaines, alors peut-être locales à New York, mais en tout cas CNN, c'était pas les breaking news, c'était pas les headlines. Ça l'a été au début. Ils ont quand même passé l'audience quasiment. Ils sont passés à Schwarzenegger ensuite. Alors peut-être que ceci explique cela, mais ça n'a pas été en boucle, ça n'a pas fait la une tout le temps. Tandis que sur d'autres de vos confrères, et puis vous aviez des pics d'audience. Je pense que c'était un jeudi ou un mercredi, quand on attendait la décision sur le bail, sur la libération sous caution, il y a eu des pics d'audience énormes, donc ça a extrêmement... Mais en fait, les médias français est piégé dans les attitudes des médias américains. Et donc, ils disent, ce n'est pas permis de montrer les images dans une salle avec le juge, de montrer quelqu'un dans les menottes, mais parce que les images sont diffusées aux États-Unis d'abord, BFM, ITélé, LCI sont obligés de montrer les mêmes... Mais il y a une frustration vis-à-vis de ça. Peut-être il y a une demande. On ne peut pas filmer en France. Vous imaginez, là, on est dans la Real TV. Vous avez un homme qui est impuissant. Alors, déjà, les experts, tous les feuilletons judiciaires américains en France, ils font des bonnes audiences. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Ils font des bonnes audiences. Bon, là, vous avez ensuite un puissant français qui est là devant un tribunal américain et on peut filmer. Tout est réuni pour faire de l'audience. Bon, il n'y a pas que les images quand même, Jake Lama, il y a la question du traitement dans les médias américains de l'affaire. Et pour beaucoup de journaux à forte audience à New York, l'affaire était déjà pliée dès le début en disant que finalement Dominique Strauss-Kahn était coupable. Et ça a aussi choqué un certain nombre de nos concitoyens ici. Non, oui, choqué les citoyens français. Mais comme j'ai dit, aux États-Unis, c'est complètement normal. Mais une condamnation dans la presse n'est pas une garantie d'une condamnation par un jury. Mais il n'y a pas de précaution. Et c'est complètement imprévisible, le verdict dans un procès. Et je peux imaginer Strauss-Kahn exonéré ou condamné. On ne peut pas... Et ils font un effort aussi. Et le fait qu'il n'y ait pas de précaution comme ça, Abigail Segui, dans la presse... Il y a des précautions qu'on ne voit peut-être pas en France, mais quand ils choisissent le jury, ils font très attention à choisir les personnes qui...
Comment ça il y a dans la Et on a presse. différentes sortes de précautions. Comme Ouais. nous, on ne peut pas publier le nom de la victime. Ouais. Et on respecte Mais vous pouvez sa dire vie que le privée. coupable présumé est coupable tout court. Non, mais je pense pas qu'on... Non, on ne dit pas qu'il est coupable. Moi, j'ai lu... Je suis New York les... Post était clair. hein. Ah, le New York Post, c'est autre chose. Mais oui, mais c'est autre chose. Ça reste Oui, un mais- journal. Mais New York Times, c'est Wall Street présumé Journal, coupable. c'est pas la position C'est pas du une Wall Street Journal. référence. Donc il faut hein. distinguer les formes de presse. Quoi. Non, mais tabloïds, les commentateurs dans les New York Times sont aussi durs que les commentateurs dans le New York Post. Mais Maureen il- Dowd, Katha Pollitt a écrit un article qui était une condamnation totale. Et ma peur est que cette affaire va recréer cette méfiance vis-à-vis les Français qui a existé pendant la guerre en Irak en 2003-2004. C'était cette méfiance irrationnelle de la part des Américains contre les Français. Je pense que ça va revenir maintenant à cause de C'est tout à fait l'affaire certain. DSK. C'est possible. Et D'autant c'est- plus c'est que, dommage. pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, New York, c'est pas les États-Unis. New York, c'est la ville la plus ouverte des États-Unis sur l'Europe. Alors, Bien. On verra la suite. De toute façon, merci pour ces clés pour mieux comprendre les procédures françaises et américaines. Merci, Jake Lamar. On va rappeler le titre de votre ouvrage. Nous avions un rêve, publié aux éditions Rivage Thriller. Encore une fois, je bute dessus. Merci, Jake Lamar. Merci à Abigail Sagui. On va rappeler le titre de votre ouvrage What is Sexual Harassment, qui est en anglais pour l'instant. Il n'avait pas été traduit. Pas encore. Pas encore, mais bon, pour ceux qui s'intéressent à la question, en tout cas pourront le lire en anglais, publié aux éditions des presses de l'Université de Californie. Merci à M. Fabrice Schmitt, avocat au barreau de Paris et New York, et merci à Sabine Herbès-Seguin, sociologue et directrice de recherche émérite au CNRS. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet, poster vos commentaires, vos suggestions, et demain, un autre Toutes les France. Au revoir.